Bonjour, merci d'être parmi nous. Je vous propose qu'on commence déjà par faire une petite présentation et un tour de table. Anne Perrine, comme tu es assez minoritaire en tant que représentatrice de ce que tu veux, je te laisse la parole, te présenter succinctement, dire qui tu es. Donc je m'appelle Anne Perrine Couet, je fais de la bande dessinée et j'ai sorti un album en 2022, l'année dernière, c'est le premier album que je faisais toute seule, où je faisais donc scénario, dessin, couleur sur la comtesse Elisabeth Báthory. Et avant ça, j'avais participé à des projets collectifs, pour des plus petites maisons d'édition ou en collaboration avec des scénaristes. Et là, le 26 octobre, sort un autre album que j'ai terminé récemment. Et voilà. Et sinon, je fais de l'illustration aussi. J'enseigne à l'université à Bordeaux-Montaigne. Et voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal, ça fait beaucoup de choses. Greg ? Bonjour, je m'appelle Greg Vezon. Je fais un peu d'illustration, mais pas que. Du coup, c'est plutôt une activité parallèle pour moi. J'ai d'autres activités à côté. Je fais surtout de l'illustration pour des couvertures de livres pour certains éditeurs et parfois pour des pochettes de disques et ce genre de choses. Voilà. Alors, bonjour, Nicolas Fructus. Donc moi, je suis illustrateur. Ça fait maintenant une bonne trentaine d'années. Ça commence à faire. J'ai travaillé je travaille dans différents domaines. Je travaillais aussi en bande dessinée, mais aussi en production, tout ce qui était dessin animé, jeux vidéo, cinéma. Et ça fait maintenant quasiment une vingtaine d'années que j'ai arrêté toute la partie production pour me consacrer plutôt à l'illustration. Donc couverture de livres, mais aussi des développements graphiques. Alors ça peut être des développements graphiques littéraires, plutôt orienté littérature, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse, même pour avoir lâché la bande dessinée, et à me recentrer en ce moment non plus sur les monstres, mais un peu plus sur, 100% en fantastique, mais à me recentrer plus sur l'architecture que sur les monstres. Voilà. Oui, on peut voir ça derrière toi, une architecture intéressante. Oui, c'est les deux. Presque sans c'est monstre. les deux. Melchior, on t'écoute ? Alors moi j'ai pas dit. Bonjour, moi je suis Melchior Ascarit, je suis le directeur artistique des Moutons Électriques. Je suis plus graphiste qu'illustrateur. C'est moi qui fais les couvertures des moutons depuis 10 ans maintenant. Et je collabore activement à la collection La Bibliothèque Dessinée, qui est une collection de romans graphiques où le texte et l'image se mélangent. Voilà. Et donc moi, je suis Lionel Cazot. Je suis même profil, plutôt graphiste de base que vraiment illustrateur, dessinateur. J'ai deux casquettes et principalement, moi, je suis graphiste universitaire. Je travaille beaucoup pour le milieu scientifique, à créer des illustrations pour des scientifiques. C'est assez amusant. Je vous conseille de rencontrer des scientifiques. Il y en a un en bas là. Il n'a pas pu participer. Il devait participer, mais il n'est qu'astrophysicien, donc. Et moi, pour le coup, je suis à côté de mes fonctions principales. Je suis également artiste-auteur. Et là, pour le coup, illustrateur. Et les monstres, moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'adore dessiner des trucs vraiment dégueulasses. Pardon. Mais voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et on m'a demandé d'organiser ça. C'est la première fois que je le fais. Donc ça va être un petit peu chaotique. Excusez-moi d'emblée. Mais on avait convenu ensemble qu'on avait une première question qui avait l'air de tous nous intéresser. C'est pourquoi dessinons-nous des monstres? Pourquoi les monstres? Quelqu'un veut prendre la parole là-dessus, en premier? Anne Perrine, ça sera toujours toi qui ouvriras le bal? Nicolas, ouais, je démarre. Vas-y. Ouais. Non, en fait, la notion de monstre, je vois pas forcément en fait le terme de monstre, c'est pour mettre un mot dessus. Moi, je trouve que c'est plutôt une norme en fait. C'est-à-dire, tout dépend où est-ce qu'on met la norme. Si la norme, on la met dans ce qui dérange et ce qui me plaît à dessiner, je trouve que c'est plutôt une norme. Donc même la notion de monstruosité, c'est plutôt la perception qu'ont les autres de son propre travail. Donc j'ai envie de dire que c'est... non, pas forcément. Donc le monstre, ça m'a jamais paru bizarre de dessiner des monstres. Ça m'a toujours paru plus bizarre d'essayer de chercher... plus un équilibre de dessin et de dessiner le beau, qui est différent. Et au-delà de ça, d'essayer de dessiner la beauté du monstrueux. C'est-à-dire avoir des idées un peu sombres, un peu noires, et d'essayer de se dire
je vais essayer de pousser la logique de la qualité d'exécution de façon à ce que tout ce que je vais faire va être beau et va exprimer le plus possible la monstruosité de la chose. Voilà. Donc il n'y a pas. Alors on met des mots dessus, mais je trouve que c'est pas. Enfin, pour ma part, quand je dessine, je pense pas dans ces termes-là. Je me dis pas, je vais faire du beau, du monstrueux ou du. C'est pas ça. Ce que j'aime s'oriente fatalement plutôt vers le monstrueux, mais c'est pas ça qui me fait dire que c'est du monstrueux. Je te rejoins complètement sur cette notion. C'est souvent, en fait, c'est vous souvent qui venez me dire, ce que tu fais, waouh. Alors que moi, non, pas du tout. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Une autre intervention, moi, il y a quelques années, je faisais des ateliers scolaires et en fait, je suis tombée sur une petite fille qui voulait pas du tout dessiner les sujets qu'on avait donnés à ce moment-là. Elle voulait dessiner que des sorcières, des ogres, des créatures horribles. Elle était très contente de ça. Et en fait, je me suis dit, mais j'étais cette petite fille en fait, quoi. Genre, j'ai retrouvé des trucs que je faisais quand j'étais en primaire et c'était des maisons avec des sorcières dedans. Après, j'ai lu les premières BD que je lisais, c'était des histoires de sorcières. Quand je regardais des séries, quand j'étais ado, c'était Buffy, c'était Charmed, c'était que des trucs d'horreur. Après, ça a ouvert vers... d'horreur. Comment dire, soft horror pour les ados, quoi. Et après, je suis allée vers le cinéma d'horreur de genre parce que j'ai commencé à adorer ça. Et je pense que le monstre, on pourra en discuter, mais du coup, il intègre aussi ce genre-là de l'horreur, quoi. Et donc, je pense que ça fait partie de mon imaginaire depuis super longtemps. Genre, je sais pas ce que je dessine. Je dessine pas que ça. Je travaille pas que là-dessus. Mais quand j'ai découvert, par exemple, le travail de Stéphane Blanquet, qui est un illustrateur et un artiste que j'adore, ça rentrait vraiment en résonance avec plein de thématiques ou d'imagerie que j'avais pu construire au fur et à mesure des années, dans le côté, par exemple, suintant. Les détails, comment dire, la porosité des chairs. Voilà, il y a plein de trucs qui ont résonné comme ça et ça me fascine, quoi. Moi, c'est déjà une rencontre avec un roman quand j'étais enfant qui s'appelle Frankenstein et qui, je pense, est mon roman préféré, un de mes romans préférés. Et ensuite, la découverte du travail d'un dessinateur américain qui s'appelle Bernie Wrightson, et notamment avec son adaptation illustrée de Frankenstein, et ma passion pour le fantastique et l'onirique et ce genre de choses. Voilà. Et l'horreur aussi, le cinéma d'horreur, tout ça. Melchior, je te donne le micro. Non, tu voulais dire quelque chose ? Non, mais je rebondirai après sur... Pourquoi dessiner des monstres ? Moi, je trouve que j'ai cité un BDiste qui est très drôle, qui s'appelle David Snug, qui a dit moi j'aime dessiner les monstres parce que en fait on peut faire n'importe quoi et on aura toujours bon. Et c'est un peu ce qui me plaît dans le monstre et les créatures, c'est que c'est cette espèce de représentation en fait de l'altérité où il n'y a pas de limite. On peut parler de chair, mais on peut tout mélanger. Que ce soit de la chair, de l'organique, du métallique, du végétal, du cybernétique, des panneaux de signalisation, des chaussures, des couverts, n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment une forme d'expression en fait de l'imaginaire où il n'y a pas vraiment de limite en fait à ce qu'on peut faire et il n'y a pas de règles. Et c'est ça qui est moi que je trouve intéressant. On peut mélanger n'importe quoi en fait. Il y a personne qui vous dira ouais c'est pas possible ce que tu fais, si ça l'est. Et je pense que c'est pour ça aussi peut-être que les enfants tous les enfants qu'on a été on a aimé dessiner les monstres, c'est que justement on peut c'est un terrain d'imagination qui sera a priori jamais entièrement exploré, quoi. Moi je sais que j'ai fait une intervention avec la seule que j'ai faite avec des enfants justement autour du monstre, et quand je leur dis mais vous savez vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez mélanger des trucs, ils ont vraiment lâché les chiens et c'était vraiment drôle à voir, quoi. De dire ouais moi mon monstre il a des immeubles à la place des jambes, il a des panneaux de signalisation à la place de la tête et puis il a des tentacules à la place des bras. Et tu dis oui c'est ok, c'est bon, ça marche en tant que monstre, quoi. T'as bon, donc je pense que moi je trouve que c'est ça qui est intéressant. Alors du coup, je trouve juste pour pas me placer ma petite phrase là-dessus, on va tous se retrouver, on a un imaginaire collectif, je pense, qui a été nourri à peu près par les mêmes choses. Sur cette notion du monstre qui permet beaucoup de trucs, j'ai une anecdote de John Howe, qui est un artiste, un illustrateur
américain qui fait des choses exceptionnelles, qui a travaillé beaucoup sur le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, et c'est lui qui a designé les Nazgûl volants. Et il y a les gars de l'animation 3D lui disaient non mais c'est pas possible, tes dessins on peut pas animer, anatomiquement ça marche pas. Et John O a juste répondu on s'en fout, c'est cool. Voilà. Donc l'idée du monstre c'est un peu ça, ouais, je te rejoins là-dessus, on s'en fout, c'est cool. Si vous regardez les monstres qu'on fait, anatomiquement, faut pas forcément chercher beaucoup. Mais du coup l'exposition qui est au-dessus, elle est sympa d'essayer de justement rendre possible un monstre, peut-être avec des jambes building, et d'essayer d'imaginer pourquoi et comment ça marcherait. C'est aussi moi quelque chose qui m'intéresse. Ouais, non, c'était parce qu'en fait, en venant, je réfléchissais. Il y a quelques années, je faisais du fanzine, et en fait, on avait fait un fanzine sur le monstrueux. Je sais pas si tu te souviens, on l'avait imprimé à l'imprimerie. Et on avait mis en ouverture, parce que je voulais faire la maline à l'époque. Donc là, je me suis dit, allez, là, c'est la seule fois de ma vie que je vais pouvoir sortir une citation. Mais en fait, j'avais vu une expo de Jean-Jacques Granville, un dessinateur du 19e siècle, qui faisait beaucoup de monstres et de personnages anthropomorphes. Et il dit j'ai imaginé des monstruosités gracieuses pour l'homme auxquelles il faut à tout prix du nouveau. Je n'invente pas, je ne fais qu'associer des éléments disparates et entrer les unes sur les autres des formes antipathiques ou hétérogènes. Et je trouve que ça répond bien à ce que tu as... Voilà, c'est tout. Ouais, c'est assez fascinant quand on travaille avec les enfants. Avant-hier, j'avais des classes aussi, j'intervenais devant des jeunes, CM2, et quand on commence à leur dire, ok, qu'est-ce qui fait le monstrueux, la multiplicité des réponses, et cette facilité qu'ils ont de mélanger les choses. Moi, la première chose qu'on m'a dit, c'est ok, votre monstre, on va commencer à le penser. Il y a un jeune qui m'a dit un mouton. Voilà. Pourquoi un mouton ? Non, un mouton. Donc a priori, le mouton est déjà monstrueux. Et au final, ce que ça a fini par donner, effectivement, on n'avait pas envie de le croiser dans un pré. C'était assez sympathique. Mais je pense que si on vous lançait là-dessus, on aurait très vite une espèce de boogie-boulga à l'écran qui serait assez sympa. Surtout que ça tient à pas grand-chose, parce que si je reste sur cette histoire avec les enfants, le premier exercice qu'avait imaginé la médiathèque où on était, c'était il tirait une carte d'un monstre de la mythologie grecque, et il devait le dessiner. Il y avait une petite description, et il y a une jeune fille qui devait avoir, je sais pas, 13 ou 14 ans, elle a chopé l'hydre de Lerne, donc un serpent avec 9 têtes, et elle a dessiné une hydre qui était vraiment très simple, très naïve, juste elle lui a foutu des bouches de lamproie et pas Dieu. Et ça tient vraiment à pas grand chose, mais quand j'ai vu son dessin, je me dis bravo, il est dégueulasse ton monstre. Et c'est juste ça, des fois, c'est enlever un tout petit détail et vous avez un truc, vous avez un truc abominable, quoi. Et c'est vrai que juste retirer les yeux, enfin même sur des humains, mais sur n'importe quoi de vivant, on enlève les yeux. Tout de suite, il y a ce truc de c'est pas normal. Il y a un truc qui me dérange, c'est cet rapport justement à la normalité dont parlait Nicolas. C'est quoi le normal ? À quel moment ça devient anormal ? Et des fois, c'est vraiment 3 fois rien, quoi. Et il suffit des fois un truc en moins ou un petit truc en trop, et ça y est, on est dans un truc qu'on n'a pas envie de croiser, quoi. Et pour le coup, les enfants sont à fond, sur des choses comme ça. Les enfants sont à fond, mais finalement, les lignes éditoriales sont carrément à l'opposé de ce que peuvent être les enfants, ou des prescriptions que nous, on peut donner en étant illustrateur. Enfin, pour la petite histoire, quand je suis sorti de l'école, on était toute une tablée dans mon école à Émile Cole au début des années 90, et on faisait tous du fantastique. Et on s'était tous donné une ligne, on a dit on veut faire qu'une chose, c'est dessiner des monstres. C'était le prérequis, il y avait 2 lois, c'était on dessine des monstres et on ne travaille pas pour les enfants. Parce que l'idée c'était de dire, voilà, on arrive sur un marché au début des années 90, il y avait un marché du livre pour enfants qui démarrait vraiment. Il y a eu très vite le début du festival de Montreuil, voilà, ça commençait à prendre de l'ampleur, mais le dessin pour enfants, c'était des trucs gnangnans. Il fallait faire des trucs gnangnans, gentils et tout. Et le fantastique, quand ils rattachaient le fantastique à ça, c'était des visions que nous, on trouvait absurdes. Alors, on était tous issus du jeu de rôle, de choses comme ça. Culture cinéma, jeu de rôle, tout ça. Et ça, on voulait pas. Et pour nous, c'était les monstres, et on dessine pas pour les enfants. Ce qui est débile. Parce qu'effectivement, les enfants, comme nous, on a été enfants, hein, c'est ce qui nous a poussés dans ces visions-là. C'est aussi cette perception-là qu'on avait enfant.
comme cette espèce de prérequis pour les enfants de dire mais non, il faut bien synthétiser les formes pour qu'ils appréhendent bien. Ben non. Moi, j'avais la tête fourrée dans les Gustave Doré à 8 ans, parce que je n'arrivais même pas à comprendre comment s'enchevêtraient les lignes. En fait, c'est même ça. C'est-à-dire, ça devenait une sorte de truc névrotique, de se dire, mais bon sang, mais comment il fait, comment ça tourne, et comment on fait une gravure, comment on arrive à représenter ça. C'était même plus ce qui était représenté, c'était la manière de le représenter. Bon, alors, peut-être une déformation personnelle, hein, je suis désolé, mais malgré tout, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui fonctionnent aussi comme ça, et c'est pas par cette idée de tout synthétiser, de tout faire gentil que ça marche. Et voilà. Oui, on peut le voir même ici sur le festival. Il y a souvent une injonction des adultes. Je le vois sur le stand. Les gamins, quand ils voient ce que je fais, les trois quarts, ils sont waouh, super, regarde maman, il fait un doigt d'honneur, enfin ce genre de truc. Et j'ai la mère à côté qui est complètement livide, décomposée, regarde pas ce truc. Moi, un de mes livres de chevet, quand j'étais gamin, mon père travaillait dans les milieux hospitaliers, il travaillait pour le SAMU. C'était l'Atlas sans dose. C'est des photos du corps humain découpées, donc des photos de cadavres. C'est bon, ça. Donc le premier truc que j'ai su dessiner à 7-8 ans, c'était un foie et un cœur. Voilà. Et ça me fascinait, ça me dégoûtait pas, j'étais très très conscient de ce que ça représentait. Mais voilà, c'est beaucoup d'enfants, il faut être vigilant, hein, attention, je ne suis pas en train de dire que amenez vos nièces, vos neveux, vos enfants de 4 ans voir Alien la semaine prochaine, il faut trouver une limite. Mais dans l'ensemble, la porosité de l'enfant fait qu'effectivement, ils sont capables de ça. Ils sont capables aussi, j'ai l'exemple sur ce que tu disais, sur le petit détail. Il y a une œuvre de Neil Gaiman que j'aime beaucoup, c'est Coraline, où les gens monstrueux sont représentés juste avec des boutons cousus à la place des yeux. Rien que ça, représenter une petite fille avec des boutons cousus à la place des yeux, généralement, ça fait frissonner tout le monde. Ouais. On vous entend peu sur ces sujets. Si vous voulez rebondir sur le cinéma et Coraline et les inspirations, du coup. Pour moi, ça serait plutôt la frontière de l'étrange, c'est-à-dire cette idée-là de juste des boutons dans les yeux ou ce genre de choses. Quand on voit juste une toute petite déviation qui va rendre la chose monstrueuse, mais qu'elle n'est pas forcément évidente. Je sais pas, je pourrais... Je te fais juste une pause et je demande à Franck, est-ce que tu peux trouver une des illustrations de Greg où on a un homme invisible assis sur une chaise, où on a un homme qui a le visage qui est très légèrement strié et déformé, et que je trouve, voilà, la chute dans le néant par exemple, voilà, il y a peu d'éléments, mais l'image, elle n'est pas sereine, quoi. Voilà. Alors le livre non plus, alors je conseille à tout le monde la lecture de ce livre, c'est un chef-d'œuvre. C'est l'histoire d'un homme qui commence à avoir des altérations de ses particules, et du coup qui va commencer à disparaître ou à s'étendre ou à se téléporter, et finalement il va rétrécir, et ça va l'amener vers une espèce de balai monstrueux complètement fou. Et il y a beaucoup de folie dans ce livre, et une sorte de pseudo-science aussi. C'est un livre qui a été écrit, je crois, dans les années 40 ou 50 sous pseudonyme. On ne sait pas vraiment qui est l'auteur, et donc voilà. L'illustration en question, c'est le tout début du livre, enfin pas celle-ci, mais la suivante. C'est quand il se rend compte que son corps commence à s'altérer et il commence à disparaître sur sa chaise. Oui, je trouve que ça, justement, elle est assez efficace. Parce qu'en peu d'éléments, c'est ça la force aussi quand on dessine du monstrueux, quand on dessine des choses qui créent ce malaise. C'est aussi notre travail d'arriver à vous mettre un petit peu mal à l'aise avec peu de choses. Des fois, moi, j'en rajoute des tonnes, mais juste parce que ça me fait marrer, en fait. Voilà. Le travail de Greg est intéressant là-dessus, et je ne sais pas ce que chacune et chacun en penseront aussi, mais moi, je trouve que c'est aussi une manière un peu d'affronter l'altérité, y compris la nôtre. De justement, quand on parle de rajouter des détails, c'est vrai que, je sais pas, quelqu'un qui a 6 ou 7 doigts par main, c'est pas monstrueux en soi, mais tout de suite on arrive progressivement dans l'étrange, et c'est peut-être aussi une façon de se confronter nous-mêmes à ce qui peut être autre et comment on peut l'appréhender et le penser. Enfin, il y a quand même un rapport aussi au corps, et je pense
et à notre propre enveloppe aussi de trucs un peu cathartiques, de dire c'est des trucs que j'aimerais pas qu'ils m'arrivent, alors je le couche sur le papier pour un peu l'exorciser, mais il y a ce rapport-là justement, le terme de monstre quand même, c'est celui qu'on montre à la base, c'est celui qui est différent, et il y a peut-être aussi une façon, je sais pas, d'approcher justement cette altérité-là pour mieux la comprendre et l'accepter, peut-être. Oui, ça me fait penser... Pourquoi on dessine des trucs dégueulasses aussi? C'est ça, mais ça fait sens, je trouve, de questionner ça, c'est-à-dire questionner notre rapport à l'autre, notre rapport à la différence. Et ça m'a amusé quand j'ai reçu tes images, Nicolas, de voir certaines thématiques qu'on peut retrouver. J'ai sélectionné une de tes images où c'est un visage de femme qui est en train de se transformer de manière assez monstrueuse. Ah oui, la siamoise mutante. La siamoise mutante, oui, tout à fait. Et du coup, ça m'a renvoyé des images que je fais où j'aime beaucoup opposer ça. J'en ai quelques-unes ici aussi, où opposer ce que l'on peut déterminer généralement comme étant beau, nous, dans notre culture ou dans notre imaginaire collectif, et de le glisser vers quelque chose qui va être déplaisant. Et questionner pourquoi est-ce que ça deviendrait déplaisant. Donc on peut voir... Ouais, ça soulève aussi une autre... c'est pas celui-là, mais il est assez proche de celui-là, il fait partie à peu près de la même série. Oui, en plus, c'est à partir d'un jeu de rôle avec Mathieu Gabory sur les chroniques des Féales. Donc il y a pas mal de rapports à la mutation, à la transformation sale, à des choses un peu ratées, un peu. Donc oui, c'est pas très sain. C'est pas très sain. Mais ce que tu dis, ça me fait penser à autre chose, qui est la dimension dans le monstrueux ou dans le monstre. C'est de l'expression de la psychologie, en fait. Alors à la fois de la psychologie que l'on distille dans le dessin lui-même et de la façon dont il est perçu par les gens. Je vais prendre juste 2 minutes peut-être pour expliquer, parce que c'est assez compliqué, mais ça fait avancer sur quelque chose d'assez particulier. Il y a 2 façons de faire du réalisme d'une certaine manière. C'est soit pour du dessin normal, je parle. Je trouve, c'est soit de représenter, d'arriver à représenter des personnages en réussissant à reproduire les traits de la personne, donc elle est reconnaissable, voilà, on arrive à reproduire, à retranscrire les proportions, à faire ça dans le canon de ce qu'est la vision, en fait. Et puis il y a une deuxième façon de représenter qui, elle, est notamment spécifique à Mébius. Enfin, ça, c'est l'une de ses grandes spécialités. C'est l'approche psychologique du personnage. C'est de dire, voilà, mon personnage, il a à peu près cette gueule-là dans la BD, sauf que, en fonction des situations, en fonction de ce qui se passe pour lui, de ce qu'on lui fait subir, de ce que lui fait subir aux autres, il va être mutant, en fait. Et c'est la notion du mutant. Donc, finalement, on rejoint presque le monstrueux, mais c'est-à-dire que lui-même, le personnage lui-même, alors c'est le cas de John D. Fool dans l'Incal, merci, c'est d'arriver à chaque case à être complètement différent. Alors, le démarrage de ça, c'est que lui-même pense qu'il a du mal à fixer aussi, même si c'est Mébius, il a du mal à fixer le personnage en le gardant vraiment toujours pareil. C'est le monsieur qui fait Blueberry, il n'a pas de problème, on le sait. Mais l'Incal, c'est une autre façon d'approcher le dessin. C'est pas Blueberry. Et donc, il est dans un exercice de style qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus lâche. Et là-dessus, il essaye à chaque fois de faire changer D-Fool en fonction de la situation. Donc, dès qu'il fait quelque chose de pas sympa, qu'il double telle ou telle personne, ou qu'il fait un coup foireux, ou qu'il se la joue perso, ou... tout de suite, il a une sale tête, il est altéré, il est contaminé. Et dès qu'il est dans un profil où, justement, il va commencer à avoir des révélations, il va se passer 2-3 belles choses pour lui, tout de suite, le visage se lisse. Il a des angles, il y a des angles qui apparaissent. Donc, il y a une plasticité de ça. Et alors, c'est du dessin psychologique. Et ça, moi, j'en avais pas mal parlé avec François Bouc, qui a exactement la même approche du réalisme. C'est-à-dire, c'est de dire, vous avez toujours deux façons de faire du réalisme. Et donc, le monstre, enfin, moi, je vois ça quand on fait des monstres, c'est qu'il y a à la fois une approche formelle qui est
ah bah tiens, mon monstre, c'est que sa tête, elle va faire 4 fois son crâne va faire 4 fois le volume d'un crâne normal. Ah oui, c'est monstrueux. Mais après, il y a peut-être une façon, dans le regard du monstre, d'exprimer une dimension psychologique qui, elle, va être juste flippante, parce qu'elle va être en complet décalage avec le 4 fois son crâne. Et ça, je trouve que c'est cardinal dans la représentation du monstrueux. C'est-à-dire qu'il y a deux... Et quand tu parles du dessin des siamois, c'est que ça... C'est pour mélanger plusieurs gammes de trucs sales, en fait. Et que cette synthèse-là, ben, oui, elle est beaucoup plus flippante. Mais, du coup, oui. Alors moi aussi, je fais pas de BD, mais en BD, c'est effectivement... c'est presque une injonction, puisqu'on a une narration, on a une chronologie de l'histoire, on a une évolution des personnages. Donc, caractériser son personnage, en bande dessinée, c'est évidemment plus un impératif. Lorsque moi je fais un petit crowbar, que je dessine un petit monstre, malgré tout, je suis très attaché à toujours lui donner un background. C'est-à-dire, moi je sais exactement pourquoi il est comme ça, je sais comment il interagirait, comment il évoluerait. Spontanément, j'ai cette démarche-là, mais ça m'amène aussi à questionner Anne Perrine qui fait de la bande dessinée. Est-ce que tu as cette étude du caractère, ce besoin de définir le personnage avant de pouvoir le formaliser sur le papier ? Après, moi, pour le moment, j'ai qu'une seule expérience de projet long sur lequel j'ai travaillé. Et en fait... à l'écran derrière vous. Oui, mais ça partait quand même de... En fait, c'est une sorte de biographie sur un personnage qui a existé, enfin sur une personne qui a existé. Donc en fait... même s'il n'y avait pas beaucoup de sources historiques et que c'était compliqué à réunir, j'ai la personnalité... alors, c'était un peu étrange parce que, comme la comtesse Bathory, qui est connue comme étant la comtesse vampire et à travers laquelle en fait, on a fait passer plein de fantasmes, plein de fantaisies au fur et à mesure des siècles, en lui attribuant tel trait de caractère, tel truc. Et puis en fait, il y a, comment dire, c'est Valentine Penrose dans son bouquin qui pourtant avait eu vachement de succès chez Gallimard, dit oui, elle est lesbienne, du coup c'est une sadique, donc en fait voilà, elle est comme ça, elle aime ci, elle aime ça et tout. Bon bref. Et moi je me suis dit bon, en fait je sais pas si j'ai envie vraiment de lui attribuer un caractère autre que celui qu'on peut voir dans les quelques courriers, les quelques lettres qui existent et qu'on a retrouvées, quoi. En gros, on voit que c'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui a soit son pouvoir, qui a pas peur de dire dire les choses. Et à part ça, en fait, moi, j'avais plus juste, enfin, j'avais un mouvement un peu contraire qui était, j'ai pas envie de plaquer une personnalité en rajoutant une couche. Mais ça, c'est spécifique à ce projet-là. Après, effectivement, je pense que quelques personnages qu'il s'agisse de créer, que ce soit un humain ou une créature monstrueuse, je pense effectivement c'est intéressant. Enfin, c'est la base de lui trouver un passé, une histoire, un fantôme. Enfin voilà, tout ça, toutes ces façons d'écrire un récit, quoi. Greg, Melchior, même question, puisque vous travaillez aussi pour du livre. Donc des personnages que vous illustrez, on a vu ce que tu as fait, Greg, tout à l'heure. Vous imprégnez de l'histoire. De quelle manière ça influence votre manière de dessiner le personnage? Est-ce que ça devient quelque part une limite, ou au contraire c'est quelque chose qui va vous aider, vous guider? Je voudrais répondre. Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Moi j'essaye toujours de dépersonnaliser un peu ce que je représente. Ils ont quasiment jamais de visage, mes personnages, pour justement laisser la place à l'imaginaire pour le lecteur. Parce qu'en fait déjà je trouve que c'est trop d'illustrer un livre, parce qu'on n'a pas forcément... Ce qui est intéressant quand on lit un livre, c'est qu'on se fait les images nous-mêmes. Et du coup, le fait de l'illustrer, ça enlève, je trouve, du pouvoir au lecteur. Du coup, j'essaye de pas trop mettre de visage ou de détails dans mes dessins pour laisser une grande place à l'imaginaire. Voilà, enfin, c'est la seule chose que j'ai à dire, je crois. Alors moi, je rejoins complètement Greg là-dessus, justement sur... enlever du détail, du machin, pour garder en fait au maximum, enfin laisser en fait la place au maximum à l'imagination du lecteur. Moi, les bouquins sur lesquels je travaille en plus, c'est pas de la bande dessinée où j'ai des contraintes de personnages de respecter. Moi, c'est du texte qui se mêle à l'image, qui vient parfois même contredire le texte, etc. Ça apporte une liberté en fait
plus de symbolisme en fait dans les images où les personnages vont pas forcément exactement toujours être pareils. On a une marge de manœuvre, mais là où je rejoins Greg, c'est effectivement peut-être enlever. Alors j'ai rien contre les gens qui font du maximalisme ou qui en mettent partout, mais moi je trouve que justement, et ça tombe bien parce que ça me permet une super belle transition glissée sur une question que je voulais poser un peu à tout le monde, mais enlever du détail, des éléments pour justement que le lecteur puisse rajouter en fait là où il a besoin et remplir les blancs et limite se prendre l'image lui et en faire sa propre version dans sa tête, parce que ce sera peut-être probablement plus riche que moi ce que je peux faire encore. Mais du coup ça m'amène à une question, je pense, qui est intéressante sur le monstre, c'est dessiner des monstres, c'est super, etc. Mais est-ce que parfois c'est pas une impasse justement de dessiner le monstre? Je me suis fait cette réflexion là depuis quelques temps, depuis que Lovecraft est tombé dans le domaine public. Il y a du Lovecraft partout, du Lovecraft par Mons et par Vaux. Lovecraft à la plage, Lovecraft à l'école, et le cœur en fait de la littérature de Lovecraft et de ses monstres, c'est justement que le cerveau humain peut pas les comprendre. Ils sont trop autres pour que même nos propres sens puissent les comprendre. Et on voit un florilège de bouquins où toutes les créatures de Lovecraft jusqu'aux dieux les plus extérieurs sont représentés. Et est-ce que ça enlève pas le sel justement de ce truc qui est justement incompréhensible pour le cerveau humain, parce qu'au final Cthulhu c'est juste un mec avec un poulpe sur la tête, et au final c'est un peu ridicule quoi. Ouais, c'est ça. Ce sera quand même moins fort que les évocations qu'on a dans la tête quand on vous parle de blobs gélatineux et spongieux qui gonflent et se dégonflent et s'imbriquent, etc. Et quand on voit un dessin, on dit ouais, bah, c'est des boules les unes sur les autres avec des fluides, quoi. Et du coup, est-ce que moi je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire de tout représenter, ou est-ce que des fois justement il faut pas faire l'impasse et dire non, ça on le laisse en dehors du papier, ou une amorce, un truc, mais je te passe la parole parce que je te rejoins complètement. Pour moi, Lovecraft, c'est un des sujets qui me... Les monstres en général. Oui, mais je trouve que vraiment Lovecraft... Par exemple, Lovecraft, de toute façon. Lovecraft est vraiment un très très bon exemple, puisqu'effectivement, systématiquement, il décrit ces créatures, ces entités, comme étant indescriptibles, innommables, irreprésentables, que grosso modo, les gens, quand ils les voient, ils deviennent cinglés. Et pour l'instant, on n'a pas des hordes de gens qui se sont retrouvés internés parce qu'ils ont regardé des livres de Lovecraft qui sont pourtant très illustrés. Alors ça fait des dessins superbes, hein, mais on arrive, je trouve, effectivement à la limite du truc. Et je pense que peut-être, ouais, Lovecraft, ça serait quelque chose qu'on devrait laisser un peu plus aux gens, même si je suis le premier à fantasmer de faire un dessin qui vous rendrait complètement fou et qui serait vraiment un dessin Lovecraftien. Je reprends le crachoir 30 secondes, mais, et après, promis, je me tais, mais ça me fait penser justement à un truc qui s'est passé avec ma compagne il n'y a pas très longtemps, où on regardait le film The Boogeyman, qui est inspiré d'une nouvelle de Stephen King, où on le voit que dans l'ombre tout le temps, et on s'est fait la réflexion à la fin, quand il commence à apparaître, on s'est dit putain, on espère qu'il n'est pas ridicule, quoi. Parce que je me suis dit, au final, s'il est dans l'ombre, c'est cool, mais quand tu le vois et que tu dis, bon, le design, il pue, en fait, quoi, il est nul, ton monstre, ça fait retomber tout le film, quoi, alors que t'as une tension, etc. Et justement, c'est ce truc de, non, des fois, ferme la porte, ne le montre pas, quoi. On a l'exemple du premier Alien, hein. Le premier Alien qui marche encore, on l'a diffusé il n'y a pas longtemps à l'Utopia, donc des jeunes gens qui ne l'avaient jamais vu, étaient vraiment dedans. J'avais un petit couple à côté de moi, ils étaient comme ça. La seule fois où on voit l'alien, enfin les rares fois où on voit l'alien, surtout la scène terrible au milieu du repas. Je sais pas si... Il y a des gens qui n'ont jamais vu Alien ici? Ah, je vais spoiler un tout petit peu. Enfin, il y a une scène assez glauque au milieu d'un repas avec, grosso modo, une cage thoracique qui explose et tout le monde est pétrifié. Et à ce moment, on voit la bestiole et les gens à côté de moi, alors c'était un petit peu nerveux, mais les gens ont éclaté de rire et ça a fait chuter complètement le truc. Donc des fois, se cacher dans l'ombre... Mais on a envie quand même de dessiner ces choses, on a envie de les montrer. Enfin moi en tant que créateur, j'ai envie de montrer l'indicible. Et Nicolas, là aussi j'ai vu des choses que tu as pu faire là-dessus qui sont qui fonctionnent quand même. Enfin c'est la classe, quoi.
Merci. Non, je vais faire une réponse de Normand, parce que je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est marrant parce que tu as commencé en citant Bernie Wrightson. Alors on est en train de parler d'épuration et d'arriver à épurer, à distiller les choses. Bernie Wrightson, c'est juste l'antithèse. Et je trouve, en plus, je trouve ça vraiment sublime. Enfin, moi aussi, c'est une sorte de référence. C'est une sorte de référence ultime, justement là-dessus. Et justement, il finit par faire poser cette question-là. De dire, bah oui, mais lui, il monte tout. 2, c'est super détaillé, et 3, c'est sur un texte super connu, donc il coche les 3 paramètres où on devrait se dire on risque d'être déçu comme Boogeyman. Donc tu vois, il y a un côté comme ça, et là-dessus c'est très fort. Ma réponse de Normand, c'est que Lovecraft, le débat est assez infini, mais je vais essayer de faire assez rapide là-dessus, pour avoir un peu travaillé dessus, et puis pour avoir eu pas mal de discussions là-dessus. Souvent Lovecraft, il va faire toute sa description de la créature, de l'entité, du monstre, de ce qu'on veut, ou du phénomène. Et à la fin, il va dire c'est indicible, c'est cyclopéen, c'est ce qu'on veut. Il va y avoir un adjectif, quelque chose qui va désigner cette chose-là comme étant insondable. Mais tu l'as bien dit, c'est au travers du regard de l'humain qui lui-même est dans la scène. Ce qu'on oublie toujours de dire, c'est ce présupposer que Lovecraft finalement désigne toujours que c'est la personne à cet endroit-là, à ce moment-là, qui regarde un truc qui fait la taille de 2 immeubles et que lui, il n'est qu'humain d'1m75. Donc c'est l'étude de ce rapport chez Lovecraft. Souvent on dit, oui, il en revient toujours à l'indicible ou à la non-description. Non, enfin souvent, encore une fois, il y a une palanquée de mots qui définissent la créature, et après... Gélatineux, tentaculaire. Oui, gélatineux, tentaculaire, sans visage pour les maigres bêtes. Il y a des... voilà, en fait, c'est relativement décrit. Donc, je suis d'accord, toute la question, c'est de se dire, voilà, à partir de là, est-ce que ça vaut le coup de représenter questionnement souvent partagé avec François Baranger, puisque lui pousse ça encore à l'extrême, c'est-à-dire qu'il décide de tout illustrer, c'est-à-dire de l'inutile de la nouvelle jusqu'au plus utile dans la représentation. Faut pas oublier que, comme en bande dessinée où chaque case juxtaposée raconte une histoire aussi dans l'entrecase. Il y a cette histoire d'entrecase. L'illustration n'est pas là pour représenter en frontal ce qui est simplement écrit dans le texte non plus. Et que quand même, une bonne partie du boulot de l'illustrateur, c'est d'arriver à dégager une tierce lecture ou une tierce lecture d'un texte. C'est-à-dire qu'il y a ce que dit le texte, ce que dit le dessinateur et ce qui va se dégager de cette synthèse-là. Et souvent au travers du graphisme aussi, et de toute cette expression-là. Donc, on peut très bien représenter un monstre, et je trouve que justement le Frankenstein de Bernie Wrightson est très fort là-dedans, c'est que ça joue aussi là-dessus, c'est-à-dire que là où il va être très fort, c'est qu'il va à la fois autant représenter du monstrueux, mais moi il me fait pleurer quand il représente la pluie. Parce que la façon dont il représente la pluie, c'est tellement magistral qu'après, quand on se retrouve dans le labo de Frankenstein, les trames qui sont utilisées, les trames pinceaux qu'il utilise sont à peu près les mêmes que pour la pluie. Et je me dis, bon sang, il arrive à gérer son dégradé à l'intérieur. L'ambiance de son labo, il l'a fait comme la pluie à l'extérieur. Et je me dis, c'est juste fantastique. Et donc, c'est cette tierce lecture. Et donc, on peut très bien représenter ou ne pas représenter, d'où ma réponse de Normand, et en même temps introduire des éléments qui vont apporter une autre lecture encore à tout ça. Et en tout cas, moi, chez Lovecraft, c'est carrément ce qui m'intéresse. À la rigueur, c'est presque de ne pas illustrer Lovecraft, tant on en a vu. Et moi, j'ai même pas envie de me fader Cthulhu, ça ne m'intéresse pas. Peut-être dans 20 ans pour le fun, mais je trouve qu'il n'y a pas d'enjeu. Alors que d'essayer de représenter l'impact de la taille d'un temple par rapport à un simple humain qui arrive là-dedans, que ce soit chez Lovecraft ou chez n'importe qui, ça m'intéresse. Il y a quelques plus, illustrations en fait. de toi qui me parlent beaucoup, parce que justement, elles représentent ça. Et ça a été même une réaction des enfants, encore une fois, on revient à eux, quand je leur ai demandé, ok, qu'est-ce qui ferait un monstre ? Il y a eu assez spontanément cette notion de dimension de la bestiole. Et ça renvoie, je pense, aussi à notre humanité, à notre manière dont on pourrait, de manière très archaïque, dans notre cerveau, au fond, se dire, ok, face à ce truc-là, comment je réagirais ? Grosso modo, si je l'écrase du pied, bon, ça peut aller.
si ça fait effectivement la taille de 3 immeubles, et tu as plusieurs illustrations, et c'est quelque chose que j'aime bien représenter aussi, c'est mettre un personnage humain pour donner la mesure de ce qu'on a voulu représenter. Et quand on se rend compte que le personnage est vrai, tiens, celle-ci est bien aussi. Elle m'a amusé parce que j'en ai une dans la série où j'ai une espèce de bestiole beaucoup plus simplifiée et stylisée, mais qui est juste en train de boulotter la terre. Voilà. Donc quand on arrive à rendre ces notions d'échelle et que notre public est capable de se représenter ce truc-là, je pense qu'il y a ça. C'est comment nous, on pourrait réagir face à cette étrangeté. Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez là sur la représentation, et notamment par rapport à la bande dessinée. C'était des questions que je me posais il y a quelques années parce que je me disais mais j'adore l'horreur, et du coup par exemple je me disais j'aimerais bien faire de la BD d'horreur, et je trouve que c'est vraiment compliqué parce qu'en fait en France il y a peu d'exemples de bande dessinée d'horreur qui soient vraiment réussies. Je trouve que c'est plus le cas par exemple au Japon. Mais en France, il n'y en a pas. Et je pense qu'il y a moi, ce à quoi je faisais face, c'était par exemple, notamment par rapport au cinéma, quand on compare, même si c'est pas du tout la même chose, mais la question de la narration, de la séquence, etc., on peut retrouver des parallèles quand même. Mais par exemple, c'est vrai qu'il nous manque le son en bande dessinée, et au cinéma ça joue énormément dans l'horreur. Et puis le fait que par exemple on ouvre le livre, on tombe sur une double page, donc on voit directement des choses qui vont se passer à la fin. Donc il faut arriver à gérer l'espace de la page, il faut arriver à gérer effectivement par exemple sur des récits où on aurait envie de ne pas montrer les choses, comment montrer sans montrer en dessin. C'est vraiment c'est très compliqué, ça risque d'être un peu redondant dans la façon de travailler, et c'est pour ça que des choses comme ça, comme où on doit plus deviner, ça me semble compliqué à mettre en place. Mais ce que j'aime bien, c'est quand je regarde le travail de Junji Ito, par exemple, c'est qu'il y a un côté, ça me faisait penser, j'étais voir La Mouche vendredi soir, et je trouve qu'il y a quelque chose un peu dans le traitement du monstrueux et de l'horreur. Je trouve que là, ça fonctionne parce qu'on se dit, en fait, il y a un côté un peu inexorable, quoi. On sait que c'est de la surenchère. Enfin, en plus de ça, du coup, là, par exemple, dans La Mouche, c'est de pire en pire, quoi. Il y a vraiment, mais ça ne s'arrête pas. On sait que ça s'arrête pas. Et dans Junji Ito, la folie et le monstrueux ne s'arrêtent pas non plus. Et pourtant, on est captivé, on continue à regarder en disant mais c'est horrible, mais c'est génial, mais c'est horrible parce que je sais que ça va pas s'arrêter, ça va aller au bout en fait. Et je me disais c'est peut-être la seule alternative que j'ai réussi à trouver dans ce traitement du monstre et de l'horreur en bande dessinée. C'est ce côté-là. Ouais. Là où je le trouve hyper intéressant. Là où je le trouve hyper intéressant, Junji Ito, c'est que son horreur, elle est frontale. Par exemple, dans Spirale. Moi je me souviens, j'ai acheté Spirale vraiment au pif. Je me suis dit, un mec qui se transforme en escargot, c'est cool, je vais lire ça, quoi. Et j'ai acheté le premier tome, et j'ai acheté le premier tome un samedi, et le lundi matin j'étais chez mon libraire en disant tu me files le tome 2, le tome 3, et Guillaume, et en fait son horreur est frontale tout le temps, et il arrive à la fin tout le temps à ouvrir justement la porte sur il y a encore plus. Il y a une histoire courte, moi, que je trouve vachement bien de Junji Ito, je sais plus dans quel recueil c'est, où il y a un monstre gigantesque, un monstre marin qui s'est échoué sur la plage, et vraiment un truc Lovecraftien, des tentacules, des machins, des trucs, et il commence à le dépioter petit à petit, et à l'intérieur il trouve une membrane qui est gonflée, c'est son estomac, et il voit qu'il y a des centaines de personnes à l'intérieur qui sont toujours vivantes et qui ont l'air complètement folles. Et la BD se termine sur un des personnages qui se dit qu'est-ce qu'ils ont vu au fond de la mer qui les a rendus dans cet état, quoi. Et moi je trouve que là où il est très fort, c'est que tu vois ce monstre, tu vois ce machin, et à la fin il te dit ouais mais il y a plus encore, il y a plus et il y a pire, tu vois. Et c'est dans ce truc où le cerveau prend le relais. Et effectivement, tu te poses la question, tu dis ah ouais, qu'est-ce qu'ils ont vu, quoi. En plus, moi qui suis thalassophobe au dernier degré, je me suis dit mais évidemment qu'ils ont vu des trucs, quoi. Mais c'est cette mécanique-là que je trouve intéressante, et peut-être dans la BD aussi, ouais, tu peux avoir une horreur frontale, mais comment tu ouvres sur plus sans montrer justement. La fin de Spirale est vachement bien pour ça. Je la spoilerai pas parce que c'est vachement bien, mais justement la question qu'il pose à la fin sur la non-résolution et résolution de l'histoire, qui laisse l'imagination prendre le relais. Je trouve ça hyper intéressant et hyper malin dans le côté justement non-représentation du monstrueux encore plus, quoi.
Oui, ça c'est quelque chose qui fonctionne toujours en fait. C'est-à-dire on vous a fait très très peur et finalement en fait c'était rien, c'était juste le début. Voilà. Quand vous allez voir, quand vous allez sortir, ça va être pire. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne bien et dans la narration qui est plus difficile à rendre sur une planche évidemment, mais qu'on peut essayer de faire quand même. Moi c'est quelque chose que j'ai découvert même assez récemment parce que je me suis amusé cet été, je m'embêtais donc. J'ai trouvé des petits blocs de post-it comme ça, je me suis mis à dessiner dessus directement et à pouvoir me rendre compte que oui, on peut ouvrir sur un monde, sur quelque chose qu'il y aurait derrière le dessin et c'est vraiment une notion très intéressante. Il nous reste très très peu de temps, il nous reste moins d'un quart d'heure. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin et est-ce que parmi vous il y aura des questions? Greg, un petit mot de la fin sur... Non, pas forcément. Je pense pas avoir quelque chose à ajouter. Je voulais juste parler de Junji Ito. Ouais, je considère aussi que c'est probablement le plus grand maître de l'horreur actuellement, et notamment de la représentation monstrueuse. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans son boulot, c'est la manière dont il met en séquence l'horreur. C'est-à-dire qu'on va passer, en tournant les pages, on va monter justement dans l'horreur jusqu'à une apparition qui est terrassante en fait. C'est-à-dire qu'on va tourner une page et là on va voir quelque chose d'absolument terrible. Et oui, on n'est jamais déçu. Oui. Et effectivement, je trouve que c'est un des seuls dessinateurs qui arrive à faire passer la folie à travers ses dessins de manière assez radicale, en fait. C'est-à-dire qu'en regardant les dessins, on a l'impression de basculer aussi dans le récit, tellement c'est fort. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous pouvez rencontrer Junji Ito... Non, je déconne. Il n'est pas là. Désolé. Du coup, oui, on va passer aux questions. Ben, en avant. Excusez-moi. Alors, je m'assois, sinon ça va faire beaucoup de bruit. Oui, je voulais parler d'un dessinateur qui n'est pas très connu sur Instagram. Il a genre 400 000 abonnés, quelque chose comme ça. Oui, bon, sur Instagram, c'est pas grand-chose, mine de rien. Il s'appelle Briman2000. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? B-R-I-M-A-N et 2000 ensuite. Genre 2 et 3 0. Et c'est un dessinateur qui, moi, me dérange énormément parce qu'il va jouer sur une espèce de noirceur du crayon qui va être très particulière. Et surtout, il va faire quelque chose de très horrifique sur l'aspect où il va reprendre des Disney, des choses très enfantines, et il va venir ajouter des aspects très dérangeants, presque incestueux des fois, des choses qui vont vraiment nous déranger. Et moi, je sais que ça me fait presque peur quand je vois une publication de lui. Je me dis, waouh, j'ai un recul quasiment. Donc, j'ai regardé en même temps que vous parliez Junji Ito, oui, voilà. Et ça m'a un peu rappelé cet aspect-là sur la noirceur et l'aspect voilà, horrifique. Voilà, c'était tout. C'était un petit partage, pas vraiment une question, mais merci de m'avoir écouté. D'autres questions ou d'autres interventions? Oui, bien sûr. Merci, c'était passionnant. Bon, vous avez parlé de Lovecraft, entre autres, hein, bien sûr, mais c'est vrai que la question se pose de la non-monstration, etc. Je voulais savoir ce que vous pensiez. Enfin, il me semble que la manière dont Alberto Breccia a traité le problème, quand même, enfin, voilà, par un système de collage, enfin, de techniques différentes, juxtaposées, etc. J'aimerais bien vous entendre sur le travail d'Alberto Breccia sur Lovecraft, entre autres, mais pas seulement le Dracula aussi. Ben oui, pour Breccia, je vais faire court par rapport à... c'est une force, il y a une force de représentation chez Breccia par l'abstraction. L'abstraction du gigantisme, pour représenter le gigantisme, le fait d'arriver à fondre les formes, et parfois ça se passe simplement par le traitement graphique, de façon à pouvoir... je vous enclin à aller voir, parce que le problème d'en parler, c'est que ça ne veut pas forcément exprimer grand-chose, mais c'est notamment d'arriver à soulever certains concepts. Je pense notamment à la monstruosité, au gigantisme, à tout ça, pas simplement par une disproportion d'échelle, comme on peut le voir justement
comme vous avez pu voir, avec un petit bonhomme et puis un œil gigantesque, ce genre de choses, mais d'arriver à le montrer finalement par l'abstraction du traitement. Et que le traitement graphique, il va changer juste à ce moment-là, et qu'en fonction du traitement graphique qu'il utilise, ça donne une autre perspective de la mise en scène. Voilà, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais c'est comme ça que je le vois. Oui, sur cette notion d'abstraction, je trouve qu'elle est intéressante. J'ai certaines de mes planches qui sont plutôt abstraites, qui ne représentent pas forcément grand-chose, et souvent elles mettent les gens bien plus mal à l'aise que quand je montre frontalement des bubons, des tentacules, des choses comme ça. Et on a quelqu'un qui peut intervenir sur Brecher. Franck Celsis, oui. Astrophysicien. Non, mais l'horreur cosmique. Je voulais juste dire un mot sur les mythes de Cthulhu de Breccia, parce que je pense que c'est la bande dessinée qui m'a le plus frappé. Juste, en fait, on discute souvent de est-ce que l'horreur chez Lovecraft, elle est frontale. En fait, il utilise tout le panel Lovecraft, c'est-à-dire que parfois l'horreur est frontale et décrite avec beaucoup de détails, comme on l'a dit. Parfois, elle est évasive, inconcevable. Et Breccia, il joue sur tous ces tableaux, c'est-à-dire qu'il y a la confrontation des tailles, du gigantisme, il y a des plans où les humains sont en relié, c'est juste des points, les humains, il y a des marches incroyables. Il y a le côté non euclidien qui est bien sûr pas, on n'est pas en capacité de le voir, et là il va utiliser des collages, des distorsions, on dirait qu'il se bat un peu Breccia avec le concept Lovecraftien quand il fait ça. Il y a l'horreur frontale, typiquement dans l'abomination de Dunwich ou l'horreur de Dunwich, où il y a ce personnage qui se transforme et qui est très très précisément décrit dans la nouvelle. Elle est très très précisément montrée et elle est très frappante dans le texte. Et puis il y a ces créatures à la fois gigantesques, inconcevables, qui sont des collages. Moi, je vous conseille de voir ça parce que ça touche un peu à beaucoup des aspects que vous avez mentionnés. Et pour Lovecraft, je crois qu'il utilise quand même on l'a souvent associé à l'indicible, mais il utilise tout le panel, et c'est ça qui est fort. Et on a beaucoup parlé de Lovecraft comme œuvre. Moi, je pourrais vous citer Alice au Pays des Merveilles. C'est un truc que je rêve, je fantasme d'illustrer Alice au Pays des Merveilles. Mais j'ai jamais été satisfait du moindre coup de crayon. Même la Reine de Cœur, j'arrive pas à la représenter. Voilà, donc des fois, il y a des choses... pas de manière satisfaisante, en tout cas. Donc il n'y a pas que Lovecraft. Moi, je voulais vous demander qui a fait cette image là, que vous avez tous sur le t-shirt qui représente Hypermonde cette année. Alors la réponse est simple, c'est moi. Voilà. Alors j'en profite pour te poser la question, pourquoi ces monstres ? Qu'est-ce qui représente pour toi ? Pourquoi tu as décidé de faire cela pour représenter Hypermonde cette année ? Eh bien, donc nous allons avoir une demi-heure de plus. Tout simplement parce que quand on a décidé de la thématique, tout le monde s'est tourné vers moi en me disant « Waouh, ça va être facile pour toi, tu vas kiffer. » Et non, du tout, du tout. Au contraire, ça a été sûrement une des illustrations les plus complexes que j'ai eu à faire, parce qu'on ne parle pas d'un monstre, on parle de la monstruosité, des monstruosités, du concept de monstrueux, du rapport à la monstruosité, de l'humain monstrueux plutôt que le gloumout, souvent. Donc il fallait que j'arrive à faire passer tous ces concepts-là dans un dessin et une planche. Et honnêtement, j'ai passé 6 mois à me creuser la tête. Je me suis réveillé à 3h du matin, une nuit, j'ai une témoin. Ma chérie, je t'aime. Désolé pour les 3h du matin. Donc à 3h du matin, ouais, j'avais une espèce d'idée vague sur le concept. Il a fallu que je la gribouille et que je la griffonne. Et l'idée, c'était ça. C'était autant de les confronter dos à dos, de les interpeller qu'une créature humaine. Alors représenter la monstruosité humaine, à notre époque, mais de manière très légitime, hein, c'est devenu compliqué. Si j'avais fait une femme monstrueuse ou soumise à un monstre, comme ça a pu être fait très souvent dans les imaginaires des années 80, là je me tirais directement une balle dans le pied, j'aurais fini le festival pendu sur la place. Mettre un mec en costard-cravate, c'était pas possible. Mettre un être humain qui aurait relevé d'une ethnie ou d'un genre, ça devient très compliqué. Donc il fallait que je représente une espèce de figure humaine qui ramène à l'humanité, mais qui ne soit pas trop identifiée. Et surtout faire le lien entre le monstre et l'être humain, et les faire tous les deux se questionner sur leur propre nature. C'était un peu l'idée. Voilà. J'ai bon ? Merci. Combien de temps il nous reste ? Il nous reste une dernière question.
Bonjour et merci pour la conf. C'est une question un petit peu sur la création générale, hein. Ça marche beaucoup dans l'horreur, mais pas que. Je me demandais, avec toutes les références que vous avez, avec ce que vous avez grandi, et nous aussi, où est la part de création? C'est-à-dire, est-ce que c'est que des inspirations qu'on colle les unes sur les autres? Est-ce qu'on prend un concept, on l'étire, on l'enlève, etc. Ou est-ce qu'à un moment, vous vous réveillez à 3h du mat avec une image nouvelle, quoi, ou pas? Où est-ce que vous situez votre nouveau dessin, votre nouvelle création? Enfin, c'est une question à 100 000, hein, je le sais, mais je la pose quand même. Nous sommes des IA. Voilà. On a juste un algorithme beaucoup plus lent et on a moins accès aux banques de données. Quand je me réveille à 3h du matin, en fait, là, il y a juste du Shakespeare et du Rodin. Hein. Ça va pas beaucoup plus loin. Quelqu'un là-dessus? On peut faire un tour de tâche. Oui, la part de création, je sais pas. Là, c'est une autre conférence que vous lancez en fait. C'est un mélange, enfin, je sais pas, un mélange de tout. C'est un mélange de vos inspirations, de vos lectures, des machins que vous avez croisés. Je sais pas, cette tâche bizarre dans le métro, vous savez pas trop ce que c'est. Vous dites putain, la texture c'est pas mal. La symbolique aussi que vous voulez faire venir dans votre créature. Vous dites tiens, qu'est-ce que par quoi je la représente, quel animal, est-ce que c'est plutôt du végétal qui symboliserait tel truc, auquel cas est-ce qu'avec quoi je le mélange, des fois des envies personnelles aussi, hein, qui surgissent en disant tiens, j'ai envie de représenter cette créature et d'une manière ou d'une autre, elle aura un groin de porc et une queue de lézard, à moi après de trouver comment faire le reste. Mais où est la part de création? Je sais pas. Je pense que là, c'est une question que vous avez posée à tous les artistes depuis le début. Où est leur part à eux? Mais je pense qu'on a tous forcément notre part à nous qui arrive à un moment. Parce que je pense qu'en vrai, c'est la façon dont on a de combiner les inspirations. Si vous nous donnez à tous le même monstre à dessiner, personne ne va dessiner le même en fait, parce que on va tous avoir nos propres inspirations, nos propres codes culturels, nos propres vécus qui vont faire que ça va être d'une manière ou pas d'une autre. Donc non, parce que c'est à vous de... Juste simplement, moi j'ai souvent envie de faire du Melchior ou du Fructus ou du Anne Perrine ou du Greg, parce que je les vois et je me dis waouh, c'est cool, j'aimerais faire ça, mais je le fais à ma manière. Donc oui, on est nourri de plein de choses en permanence. Ça se voit plus ou moins d'ailleurs sur ce qu'on l'on fait. Et on a juste une chance par rapport à certains d'entre vous dans la pièce, c'est que quand on nous donne un crayon et une feuille de papier, on est capable de représenter quelque chose avec ça. Donc c'est juste un coup de chance. Voilà, pas beaucoup plus là-dessus. Sans partir sur 6 heures de... Ouais. Moi j'aurais envie de répondre qu'on est d'abord plus des synthétiseurs que des créateurs. Mais que cette synthèse, à cela s'ajoutent quand même 2 paramètres. Le fait qu'on synthétise à un moment quelque chose, on peut repartir de cette chose-là pour synthétiser une nouvelle chose, mais qui est à partir de cette première chose synthétisée. Donc à la version 2, déjà, on a quelque chose qui est particulièrement personnel. Et à la 10e itération, on commence à être très très loin. Donc, même si on est synthétiseur, au bout du processus, c'est autre chose. Première chose, donc après qu'on définisse ça comme création ou pas, je laisse à chacun la possibilité de le définir. Et l'autre chose qui décale aussi, quand même, c'est... alors, on le fait consciemment ou inconsciemment, mais on a tendance à... Même si on est synthétiseur sur une idée, c'est-à-dire du jour au lendemain, on va vous dire... on en parlait tout à l'heure, la représentation de Cthulhu. La belle affaire, il a déjà été représenté 10 000 fois, donc voilà, ça va être la 10 001e fois qu'on représente Cthulhu. Après, c'est une fois qu'on a fait ça soi-même, c'est de se dire, c'est marrant, j'aimerais travailler sur telle thématique à l'intérieur. C'est-à-dire que ça va éveiller une thématique, donc on est plus de l'ordre, dans un ordre intellectuel qu'artistique pur d'exécution, mais de se dire, voilà, c'est... on fait une première représentation de Cthulhu, en fait, je vais dire n'importe quoi, ça va m'évoquer les monstres humides, dégoulinants, qui ont des trucs, voilà. Donc, et je vais commencer à faire une série de monstres sur les monstres humides, un peu dégoulinants et tout. Bon.
Ouais, pardon. Et ce qui fait que la thématique, le degré de réflexion aussi, va finir par décaler le dessin lui-même. Parce que ce champ d'investigation est propre à la personne à un moment donné. Et ça, c'est unique. Donc, moi, j'estime dans ce cadre-là que c'est du domaine de la création. Oui, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je trouve que c'est très juste ce que tu as dit. C'est ce que la blague que tu as faite sur les IA. En fait, je pense que c'est un peu ça, sauf que nous, on ajoute notre humanité et notre histoire aussi, et notre histoire des représentations, enfin, des thématiques ou des choses qui nous traversent depuis qu'on est enfant, en fait, et qui vont faire que ce qu'on va produire comme convergence de signes et de formes, etc., en fait, va aussi être voilà, un témoignage de notre humanité, quoi. Donc, La dernière chose que j'aurais ajouté, c'est que souvent, après, je prends moi comme exemple parce que je ne suis pas dans la tête des autres, le dessin est nourri par la technique aussi. C'est-à-dire, si je décide de dessiner en aplat ou au crayon ou avec des traits fins et des traits entremêlés, ou juste je sais que l'image qui va en sortir va être particulière à la technique que je vais utiliser. Voilà, c'est tout. C'est important. Merci à vous toutes et tous. Nous avons terminé.